RDC, une base des forces gouvernementales dans l'Est prise par le M23. La cité de Nyanzal, une importante base des forces gouvernementales dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, a été prise mercredi par les rebelles du M23 après de violents combats qui ont entraîné une fuite massive de population, ont indiqué des sources locales. Nyanzale est une ville du Nord Kivu d'environ 80 000 habitants située à quelques 70 km au nord de la capitale provinciale Goma. Les rebelles du M23 sont à Nyanzal. Ils se dirigent vers les collines, a déclaré un habitant joint par téléphone par l'AFP. Des véhicules de transport de troupes avec des munitions sont entrés dans la cité, a-t-il ajouté, sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. On ne congolise pas des Congolais. Entretien exclusif avec Corneille Nangaa. Nous sommes sous contrôle du M23 ici à Nyanzale. Ils avancent vers Kikuku. Ils sont nombreux avec des véhicules, a indiqué une source sanitaire ayant également requis l'anonymat. Interrogé, Patrick Mouindo Mongera, chef du groupement Mutanda, où se situe Nyanzale, a estimé que la situation sécuritaire était précaire. Depuis hier, il y avait des attaques à Nyanzale, Kachalira et Kirima. Ce matin, nous pouvons confirmer la prise de Nyanzale par les rebelles du M23, a-t-il déclaré, ajoutant que la population était en débandade. Une source sécuritaire congolaise a confirmé la prise de plusieurs localités dans le territoire de Rutshuru. Nous nous battons en ce moment. L'ennemi a pris le contrôle des villages de Kachalira, Kirima, Ngoroba et de la cité de Nyanzal, a dit cette source. Après 8 ans de sommeil, le M23, rébellion congolaise majoritairement Tutsi, a repris les armes fin 2021 et, avec l'appui de l'armée rwandaise, s'est emparé de larges pans des territoires de Rutshuru et Masisi, jusqu'à couper début février toutes les voies d'accès terrestres menant à Goma, sauf celle de la frontière rwandaise. On ne congolise pas des Congolais. Entretien exclusif avec Corneille Nangaa. L'ancien président de la CENI est apparu en décembre dernier à Nairobi pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo, dont il est le coordinateur. Une structure qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa. Il a accepté de répondre à nos questions. Monsieur Nangaa, comment en êtes-vous arrivé à prendre la tête du mouvement Alliance Fleuve Congo? Il ne faut surtout pas considérer une telle position comme un privilège. Je ne suis qu'un simple serviteur. C'est par la volonté de mes pairs, différents leaders de partis politiques, de mouvements politico-militaires, de la société civile et de la diaspora que j'ai été désigné pour assurer la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Je leur en suis très reconnaissant. Il s'est agi d'un concours idéal, d'objectifs avec les différentes composantes. Nous avons convergé, d'abord dans les analyses de la situation de notre pays, ensuite, nous avons brassé nos différentes préoccupations autour de la gouvernance ténébreuse de la République démocratique du Congo, RDC, avant d'en tirer des conclusions dans le sens de mener un combat commun. Quel a été l'élément déclencheur de cet engagement? Le pays est en danger, la République tangue dans l'incompétence, le tribalisme, les tueries à grande échelle, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, les divisions, l'exclusion, la discrimination, l'oppression, la stigmatisation et toute forme d'injustice. Nous sommes en face de gens qui ne se soucient nullement du peuple et apparaissent comme des pyromanes déstabilisateurs de la nation. Tout le monde est exaspéré par ces violations constantes de la Constitution aujourd'hui couronnée par un banditisme électoral indescriptible. Il fallait pour cela se lever et dénoncer, puis s'engager pour inverser le rapport de force. Malheureusement, c'est l'unique option qui nous restait pour rétablir la normalité démocratique. Le M23 existait
bien avant que vous apparaissiez à Nairobi mi-décembre dernier pour lancer l'AFC, comment êtes-vous arrivé à vous imposer comme coordonnateur? Quelle est votre légitimité? L'AFC est une alliance qui réunit plusieurs composantes, des forces politiques et sociales, des mouvements politico-militaires et d'autodéfense, ainsi que de la diaspora. Concernant la composante mouvement politico-militaire et d'autodéfense, il est évident que le fils aîné de cette composante et sur lequel l'AFC s'appuie actuellement est le M23. Ce groupe s'est battu au prix du sang pour faire entendre ses revendications. Nous saluons ce combat. Malheureusement, le narratif du gouvernement de Kinshasa a tout fait pour se servir du M23 comme instrument de chantage politique au niveau international, le qualifiant de tous les noms d'oiseaux. Parfois, taxés de terroristes et par moments de Rwandais, alors qu'ils sont congolais. Tshilombo, Félix Tshisekedi, NDLR, a abusé du M23 comme il le fait avec tous ses partenaires. Je pense que les leaders et tous les membres civils et militaires du M23 ont tout simplement cru en mon combat, qui est le même que le leur, celui de refonder l'État, construire l'unité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Certains vous présentent comme le Congolais de service qui doit congoliser un mouvement, le M23, présenté par Kinshasa comme une créature exclusivement rwandaise. On ne congolise pas des Congolais. Le M23 est constitué de Congolais. Il n'y a rien d'étranger ici. Le M23, dont on parle, n'est pas le seul groupe victime de cette campagne de discrimination. Cette propagande d'un régime inapte basé sur le bouc-commissariat, la faute c'est toujours les autres, ne passe plus. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Si la faute n'est pas attribuée au FCC, Front commun pour le Congo-Kabila, c'est l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'ils échouent dans la sécurisation, la faute revient à la guerre en Ukraine, le Rwanda, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Et aujourd'hui, la justification de l'échec est collée à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, aux Français, aux Belges, aux Britanniques ou aux Américains. Tenez, quand Tshilombo avait signé des accords avec le M23 après les avoir logés 14 mois durant à Kinshasa, n'était-il pas congolais? Quand Tshilombo déclarait en 2019 « Le président Paul Kagame était son frère, un partenaire fiable et nécessaire du Congo ». Au service de qui était-il? Oublions cette bande des pleurnichards et incompétents. Ce qu'ils pensent ne nous préoccupe pas. C'est l'avenir de notre pays et sa stabilité qui nous passionne. On ne peut pas oublier votre rôle à la tête de la CENI pour les élections de 2018. Vous étiez un proche du président Kabila. Vous vous êtes éloigné de lui? Dans l'ordre naturel des choses, les anciens chefs d'État ont un statut particulier qui leur confère une posture de référence dans la gestion des grands enjeux. Le président Kabila a un statut constitutionnel, il est sénateur à vie. Moi, j'ai eu le privilège d'animer, 6 ans durant, l'une des institutions les plus sensibles du pays pendant qu'il était président de la République. Je n'ai jamais caché mon respect et mon admiration pour le sacrifice consenti par le président Joseph Kabila en vue de la stabilité de notre pays avec comme paroxysme la première alternance pacifique à la tête du pays en 2019. J'ai eu la grâce d'être l'un des acteurs à ses côtés pour arriver à cette alternance. C'est d'ailleurs très étonnant de voir que quand il y a des problèmes dans notre pays, on fait appel à l'expertise d'anciens chefs d'État étrangers, pendant que nous en avons un de disponible pour la République, maîtrisant mieux les enjeux du Congo. Que faisons-nous d'une telle bibliothèque? Malheureusement, nul n'est prophète dans son pays. Rwanda is committed to becoming a green economy country and reducing greenhouse gas emissions by 38% by 2030. A green economy aims at reducing environmental risks and ecological scarcities
and sustainable development without degrading the environment. Following an agreement signed between Rwanda and the European Union (EU) Commission in February 2024 to help Rwanda contribute to the global green economy, The New Times looked at recent developments in the mining sector that could help the country contribute to a greener economy, both at the local and global level. Supply of critical minerals in February 2024, Rwanda and EU Commission signed an agreement to boost Rwanda's mining sector and help the country transition and contribute to a global greener economy. The agreement will help unlock the full potential of the mining sector while contributing to the supply of critical minerals required to transition towards a greener and sustainable economy, said the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Dr. Vincent Biruta. Critical minerals such as copper, lithium, nickel, cobalt, and rare earth elements are essential components in many of today's rapidly growing clean energy technologies, from wind turbines, solar panels, battery production, and electricity networks to electric vehicles. According to UNITES, lithium demand is expected to surge by nearly 90% in 20 years. Rare earth elements expect a 40% increase in demand. Under the International Energy Agency (IEA) net zero emissions scenario, demand for these critical materials will more than triple by 2030. Rwanda's prospects for lithium and rare earth elements. Rwanda has rich natural resources, which can help bring prosperity to the local population and advance global green transition, said European Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen. Rwanda's sustainable raw materials are vital for developing green technologies and delivering clean energy objectives, Innovation News Network reported. Rwanda holds a significant position in the global tantalum extraction market. Alongside tantalum, Rwanda extracts tin, tungsten, gold, and niobium, with promising prospects for lithium and rare earth elements that are part of critical minerals. Rwanda has reserves of 110,633,610 tons of rare earth minerals, lithium, beryllium, uranium, and iron ore. Thierry Breton, EU Commissioner for Internal Market, added, Rwanda is an important provider of tantalum, tin, tungsten, gold, and niobium, and has potential for lithium and rare earth elements. With this mutually beneficial partnership, we aim to build a resilient and sustainable critical raw materials value chain covering extraction, refining, processing, recycling, and substitution. In November 2023, Rwanda launched a project dedicated to lithium exploration. It is expected to help determine the extent of the reserves and the potential for lithium mining in Rwamagana district. With its newfound significance as a key component in batteries for electric vehicles, lithium has joined Rwanda's diverse mineral portfolio, traditionally including 3Ts, gold, gemstones, and rare earth elements. Rwanda holds opportunities to establish other processing plants such as for tungsten, lithium, and gemstone cutting and polishing that are open to private investors. According to information RIMA shared with The New Times, it urges the mining sector to ensure proper tailings, residues, and waste rock management at the site, recycle used water, and ensure the proper management of wastewater from mineral processing that may result in pollution of water sources, soil, among others. The recommendations also include avoiding land degradation and deforestation in mining sites, ensuring reforestation and afforestation whenever forests have been affected by mining activities, proper rehabilitation of mining sites, protecting and promoting workers' health conditions, as well as increasing occupational health and safety. The EU Commission and Rwanda partnership also highlights the importance of research and innovation, as well as the sharing of knowledge and technologies related to sustainable exploration, extraction, refining,
processing, valorization, and recycling of critical and strategic raw materials. It also emphasizes the need for research into material substitution, waste management, and monitoring of supply risks.